J'ai eu un accident. Mes parents ont dit: nous ne pouvons pas nous permettre de t'aider avec les factures. Puis, ils ont acheté une maison à ma sœur. J'ai assumé ma propre vie sans eux. Mais maintenant, ils veulent mon aide, alors qu'ils ne peuvent plus s'offrir mon pardon aujourd'hui. L'accident s'est produit un mardi matin d'octobre. Un instant, je traversais la rue pour aller au travail. L'instant d'après, j'étais allongée sur le pavé, la jambe fracassée, tandis qu'un conducteur prenait la fuite à toute allure. Ce délit de fuite m'a laissé avec 3 fractures, une hanche luxée et des factures médicales qui allaient bientôt dépasser les 6 chiffres. J'avais 26 ans, je travaillais comme comptable junior dans un cabinet de taille moyenne à Philadelphie. Mon salaire était correct, mais modeste, et mon compte d'épargne contenait peu, être 4 000 $. La simple visite aux urgences a coûté plus que ce que je gagnais en un mois. Alors que j'étais allongée sur mon lit d'hôpital, sombrant et émergeant de l'inconscience à cause des antidouleurs, ma première pensée fut que mes parents m'aideraient à traverser ce cauchemar. Comme je me trompais, ma mère est arrivée à l'hôpital 2 heures après avoir reçu mon appel. Elle a pleuré en me voyant, m'a tenu la main, m'a dit que tout irait bien. Mon père est venu après le travail, le visage marqué par l'inquiétude. Ils sont restés jusqu'à la fin des heures de visite, promettant de revenir le lendemain. Pendant ces premières 72 heures, ils posaient des questions au médecin. Il m'apportait des vêtements propres. Il s'asseyait à mon chevet pendant que j'essayais de comprendre ce qui arrivait à ma vie. Le chirurgien a expliqué que j'aurais besoin de 2 opérations, d'une rééducation physique intensive et d'au moins 4 mois d'arrêt de travail. Mon assurance couvrirait une partie des coûts, mais la franchise était de 12 000 $. Et il y aurait d'innombrables dépenses au-delà de cela. Aide à la mobilité, modification du domicile, médicaments sur ordonnance et séances de thérapie que l'assurance jugeait inutiles, mais dont mon corps avait désespérément besoin. 3 jours après l'accident, j'ai eu la conversation qui allait tout changer. Mon père s'est assis sur la chaise à côté de mon lit d'hôpital, tandis que ma mère se tenait près de la fenêtre. J'avais passé la matinée à faire des calculs dans ma tête, essayant de comprendre comment je pourrais gérer ce désastre financier. Ma voix tremblait quand je leur ai demandé de l'aide. « Nous n'avons tout simplement pas l'argent », a dit mon père, évitant mon regard. « Tu sais, nous ne sommes pas riches, nous avons nos propres dépenses. La maison, la retraite à laquelle il faut penser. » Ma mère hochait la tête, ses mains se tordant nerveusement. « Chérie, nous aimerions pouvoir t'aider, mais nous sommes déjà très justes financièrement. Tu vas devoir te débrouiller seule. Peut être contracté un prêt. » J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, et cela n'avait rien à voir avec mes blessures physiques. C'étaient les personnes qui m'avaient élevée, qui m'avaient dit que la famille passait toujours en premier, qui m'avaient prêché la loyauté et l'amour. Pourtant, ils étaient là, me disant que j'étais seule durant la pire crise de ma vie. « Et l'argent que grand-mère Ruth vous a laissé ?» ai-je demandé doucement. Ma grand-mère était décédée 2 ans plus tôt, laissant à mes parents un héritage substantiel. Ils avaient pris soin de ne pas discuter du montant exact, mais je savais qu'il était significatif. La mâchoire de mon père s'est crispée. Cet argent est pour notre sécurité future. Nous ne pouvons pas le jeter par les fenêtres pour des factures médicales. Le jeter par les fenêtres, comme si aider leur fille équivalait à brûler du cash. Je suis sortie de l'hôpital 5 jours plus tard avec un déambulateur, un flacon de pilules contre la douleur et des instructions pour des rendez-vous de suivi que je n'avais aucune idée de comment payer. Mes parents m'ont ramenée à mon appartement, m'ont aidée à entrer et sont repartis au bout de 20 minutes. Ma mère a embrassé mon front et m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Mais nous savions toutes les deux ce qu'elle voulait dire. Appelle si tu as besoin de soutien moral, pas d'argent. Les 3 mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Je ne pouvais pas travailler, pas conduire. Je pouvais à peine aller de ma chambre à la salle de bain sans m'épuiser. J'ai demandé une allocation d'invalidité de courte durée qui ne me donnait qu'une fraction de mon revenu normal.
J'ai mis en place des plans de paiement avec l'hôpital et le centre de chirurgie, acceptant des conditions qui me maintiendraient endettée pendant des années. Je mangeais du riz et des soupes en conserve parce que les courses nécessitaient de l'argent que je n'avais pas. Mes amis m'aidaient quand ils le pouvaient. Ma collègue Jessica m'apportait des repas 2 fois par semaine. Ma voisine, Madame Hoffman, venait me voir quotidiennement. Mais mes parents, eux, appelaient 1 fois toutes les semaines ou 2, de brèves conversations où ils me demandaient comment je me sentais, puis changeaient rapidement de sujet quand j'essayais d'aborder ma situation financière. La rééducation physique était brutale, tant pour mon corps que pour mon compte bancaire. Chaque séance coûtait 90 $ après assurance, et j'avais besoin de 3 séances par semaine. J'ai fait le calcul et j'ai réalisé que je n'avais pas les moyens de guérir correctement. J'ai commencé à sauter des séances, essayant de faire les exercices à la maison en utilisant des fiches et des vidéos YouTube. Ma thérapeute, une femme gentille nommée Diane, a remarqué mes absences et m'a interpellée. « Vous sabotez votre rétablissement », a-t-elle dit franchement, lors d'un rendez-vous. « Si vous ne faites pas cela correctement, vous aurez des séquelles permanentes. » « Je n'ai pas les moyens de le faire correctement, » ai-je répondu, détestant que ma voix se brise. Elle a réduit son tarif pour moi après cela, le coupant presque de moitié. Cet acte de gentillesse de la part d'une quasi-inconnue, 4 mois après l'accident, j'étais de retour au travail en service adapté. Je pouvais marcher avec une canne maintenant, bien que mes hanches me fassent constamment souffrir et que les escaliers restent un défi majeur. Je me suis jetée dans mon travail avec une intensité féroce, me portant volontaire pour chaque projet supplémentaire et travaillant tard chaque fois que possible. Mon superviseur a remarqué mon dévouement et a commencé à me confier des comptes plus complexes. J'ai pris un café avec ma mère un samedi de février, 6 mois après l'accident. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez elle, et j'ai immédiatement remarqué qu'elle semblait distraite, presque excitée. Elle ne cessait de regarder son téléphone et de sourire à l'écran. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en remuant le sucre dans mon café. Ses yeux se sont illuminés. « Oh, chérie, nous avons une nouvelle tellement excitante. Ta sœur va avoir une maison. » J'ai posé ma cuillère avec précaution. Ma sœur Nathalie avait 23 ans. Elle sortait tout juste de l'université et travaillait comme assistante marketing. C'est super. Elle a dû économiser pas mal. Nous la lui achetons. Ton père et moi avons trouvé un endroit adorable à Cherry Hill. 3 chambres, un beau jardin, une cuisine rénovée. Nathalie en est tombée amoureuse immédiatement. Le monde a semblé basculer. Vous lui achetez une maison? Eh bien, elle se marie l'année prochaine. Et nous voulons l'aider à démarrer sa vie, n'est-ce pas? Trevor est un jeune homme si gentil, et il mérite une base solide. Elle a tendu la main pour tapoter la mienne. Oh, ne fais pas cette tête-là. Toi aussi, tu finiras par trouver quelqu'un. Ma main tremblait tellement que j'ai dû reposer ma tasse. Combien coûte cette maison? 275 000 $. C'est une affaire. Honnêtement, vu le marché, nous avons tellement de chance de l'avoir trouvée, 275 000 $. Il dépensait près de 300 000 $ pour ma sœur, alors que j'étais encore en train de me noyer sous les dettes d'un accident qui avait failli me tuer. J'avais besoin d'aide, ai-je dit doucement. Il y a 6 mois, j'étais brisée et terrifiée, et j'avais besoin d'aide. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'argent. Le sourire de ma mère s'est évanoui. C'est différent. Les factures médicales, c'est juste jeter de l'argent dans un trou noir. C'est construire un capital, créer de la stabilité. Je vois. Je me suis levée, m'appuyant lourdement sur ma canne. Merci pour le café, maman. Chérie, ne sois pas comme ça. Tu es dramatique. Je suis partie sans répondre. Le soir même, j'ai reçu un message groupé de Nathalie avec des photos de sa nouvelle maison. Mes parents avaient déjà conclu la vente, lui faisant la surprise avec les clés. Le message était rempli de points d'exclamation et d'émojis cœur, remerciant maman et papa d'être les parents les plus généreux et formidables au monde.
J'ai supprimé le message sans répondre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Ma hanche me lançait comme d'habitude, un rappel constant de ce que j'avais enduré, mais mon esprit était vif et concentré. J'ai préparé du café dans ma minuscule cuisine, debout au comptoir, car rester assise ou debout immobile causait de la douleur, et j'ai pris une décision qui allait façonner le reste de ma vie. J'avais fini d'attendre que mes parents deviennent les personnes dont j'avais besoin. Cette semaine-là, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre institution. Je voulais que mes finances soient complètement séparées de tout ce qui touchait à mon ancienne vie. J'ai créé un tableur listant chaque dollar que je devais, chaque plan de paiement, chaque facture impayée. Le total était vertigineux, 78 000 dollars, même après assurance. Mais le voir étalé en noir sur blanc le rendait gérable d'une certaine manière, comme un ennemi que je pouvais affronter de face plutôt qu'un monstre, sans forme tapi dans l'ombre. J'ai cherché des petits boulots et j'ai trouvé une entreprise qui avait besoin d'aide à distance pour la comptabilité de petites entreprises. Le travail était fastidieux et la paie n'était pas spectaculaire, mais je pouvais le faire depuis mon canapé le soir. J'ai pris 3 clients, travaillant initialement de 20 heures à minuit après avoir déjà fait une journée complète dans mon emploi habituel. Mon corps protestait, mes hanches hurlaient à cause de la position assise prolongée. Mon dos développait de nouvelles douleurs. Je vivais d'ibuprofène et d'obstination. Jessica a remarqué les cernes sous mes yeux lors d'une pause déjeuner un après-midi. Nous étions assises dans la salle de pause et elle m'étudiait avec inquiétude. « Tu es en train de t'épuiser à la tâche », a-t-elle dit franchement. « Je le vois. Quoi que tu fasses, ce n'est pas viable. Je rembourse ma dette médicale, » ai-je répondu, remuant mon yaourt sans appétit. C'est temporaire. Une fois que je serai débarrassée de ça, je pourrai ralentir. De quel montant de dette parle-t-on? Je lui ai dit. Son expression est passée de l'inquiétude à l'alarme. As-tu demandé de l'aide à tes parents? Je sais que ce n'est pas idéal, mais ils préféreraient sûrement t'aider plutôt que de te voir détruire ta santé. J'ai ri, et le son était amer. Ils ont été clairs sur leur position. Je suis seule. Jessica a tendu la main et a serré la mienne. Selena, tu n'es pas seule. Quelques-uns d'entre nous au travail veulent t'aider. Nous prévoyons une collecte de fonds. Non, le mot est sorti plus durement que je ne l'avais prévu. J'apprécie. Vraiment. Mais je dois le faire moi-même. J'ai besoin de prouver que je peux le faire. Elle a semblé vouloir argumenter, mais a finalement hoché la tête. D'accord. Mais si tu changes d'avis, l'offre tient toujours. Je n'ai pas changé d'avis. La fierté est peu, être un péché, mais c'était aussi le carburant qui me faisait avancer. Ma sœur m'a appelé 2 semaines après l'annonce de la maison. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Salut! La voix de Nathalie était brillante et joyeuse. Je voulais te remercier personnellement pour le message de félicitations que tu n'as absolument pas envoyé. Elle a ri de sa propre blague. Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais je veux vraiment que tu voies la maison. Peut-être que tu pourrais venir le week-end prochain. Je travaille, ai-je dit automatiquement. Un week-end? Allez, prends un jour de congé. Maman et papa seront là aussi. On fait un truc de famille. Barbecue, visite de la maison. Ce sera sympa. L'idée de voir mes parents rayonnant de fierté devant la nouvelle maison de Nathalie, alors que je pouvais à peine payer mon loyer, me donnait la nausée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Tu es fâchée pour quelque chose? L'innocence de sa question a failli me briser. Elle n'en avait sincèrement aucune idée. Pour elle, nos parents avaient simplement fait un cadeau généreux. Elle ne savait rien de mes factures d'hôpital ni de leur refus de m'aider. Pourquoi le saurait-elle? J'avais eu trop honte pour lui dire. Je ne suis pas fâchée, ai-je menti. Je suis juste occupée. Nouvelle responsabilité au travail, boulot d'appoint, rééducation. Tu es toujours occupée ces derniers temps. J'ai l'impression de ne plus jamais te voir. C'est ce qui arrive
quand on essaie de survivre, ai-je dit, et j'ai immédiatement regretté le ton tranchant de ma voix. Est-ce que tout va bien? Genre vraiment bien? Tout va bien. Je dois y aller. Félicitations pour la maison. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse insister. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement et je me suis autorisée à pleurer pour la première fois depuis l'accident. Pas de douleur physique, bien qu'elle fût présente comme toujours, mais par l'épuisement total de faire semblant que tout allait bien. J'ai pleuré pour la relation que je pensais avoir avec mes parents. J'ai pleuré pour la sœur, qui ne savait pas combien le favoritisme de nos parents m'avait coûté. J'ai pleuré pour la version de moi-même qui avait cru que la famille signifiait quelque chose. Puis, j'ai séché mes larmes, mangé une soupe en conserve pour le dîner et me suis connectée à mon travail de comptabilité du soir. Quelque chose s'est durci en moi après ce jour-là. J'ai réalisé que mes parents avaient fait un choix sur la fille qu'ils valorisaient le plus et que j'avais perdu cette compétition. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. J'avais survécu à la pire période de ma vie sans presque aucun soutien de leur part, ce qui signifiait que je pouvais survivre à tout. Je me suis lancée dans la construction d'une vie dont ils ne faisaient pas partie. J'ai travaillé davantage, pris des cours du soir pour des certifications supplémentaires et poursuivi agressivement chaque opportunité d'avancement. Quand mon entreprise m'a proposé un poste dans leur bureau de New York, 18 mois après mon accident, je l'ai accepté sans hésitation. Le poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire de 30% et d'une prime à la signature qui m'a enfin permis d'effacer la majeure partie de ma dette médicale restante. J'ai déménagé à Manhattan en août, informant mes parents par SMS 3 jours avant mon départ. Ma mère a appelé immédiatement, bouleversée que je n'ai pas discuté d'une décision aussi importante avec eux. J'ai souligné que j'avais 28 ans et que je n'avais pas besoin de leur permission pour mes choix de carrière. Elle a dit que j'étais froide. Je n'ai pas contredit. Le déménagement lui-même fut chaotique mais libérateur. J'ai engagé des déménageurs pour mes meubles et passé 2 jours à emballer tout ce que je possédais. Debout dans mon appartement vide de Philadelphie pour la dernière fois, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Cette ville ne contenait que des souvenirs douloureux et des luttes financières. New York représentait la possibilité. Mon nouvel appartement à Manhattan était un minuscule studio à Murray Hill, d'à peine 40 carrés mètres. Mais le loyer était gérable. Avec mon nouveau salaire, je pouvais aller au travail à pied les bons jours, même si je comptais toujours sur ma canne quand ma hanche faisait des siennes. L'énergie de la ville m'a revigorée. Personne ne fixait ma démarche boiteuse ici. Personne ne connaissait mon histoire. J'étais juste une autre personne essayant de réussir. Ma première semaine dans le nouveau cabinet fut intense. Ils m'ont confié des comptes complexes immédiatement, testant mes capacités. Je travaillais 12 heures par jour pour apprendre leur système, prouvant que je méritais ce poste. Ma superviseure, une femme vive nommée Patricia, m'observait attentivement. Vous travaillez comme quelqu'un qui a quelque chose à prouver, a-t-elle commenté un soir alors que nous étions encore au bureau à 20 heures. N'est-ce pas le cas de tout le monde? Ai-je répondu, sans lever les yeux de mon tableur. La plupart des gens travaillent pour un salaire. Vous travaillez comme si vous fuyiez quelque chose. Elle a fermé son ordinateur portable et m'a étudié. Assurez-vous simplement que vous courez aussi vers quelque chose. Ces paroles me sont restées. Je me suis installée dans une routine. Réveil à 6 h, gym pour les exercices de rééducation que j'avais enfin appris à faire régulièrement, travail jusqu'à 19 ou 20 heures, puis retour à la maison pour un dîner au micro-ondes et Netflix. Les week-ends, j'explorais la ville, découvrant des quartiers, des musées et des cafés. J'étais parfois seule, mais c'était une solitude propre, non compliquée par le ressentiment et la déception. 3 mois après le début de ma vie à New York, mon père a appelé. Nous ne nous étions pas parlé depuis mon déménagement, échangeant seulement quelques SMS secs. « Ta mère veut que tu viennes pour Thanksgiving », a-t-il dit sans préambule. « Je travaille !» Ai-je menti?
J'avais en réalité demandé mon congé. Non, ce n'est pas vrai. J'ai appelé ton ancien cabinet avant de me rappeler que tu avais changé. Écoute, je sais que tu es en colère pour cette histoire de maison, mais Nathalie veut vraiment recevoir pour Thanksgiving cette année. Elle est impatiente de montrer l'endroit à tout le monde. Évidemment qu'elle l'était. Je vais y réfléchir. Ça veut dire non, a-t-il soupiré lourdement. Que devons-nous faire pour arranger ça? Ta mère est hors d'elle. Elle ne comprend pas pourquoi tu nous exclus. Alors elle ne fait pas attention. Ai-je dit? J'ai gardé une voix calme et professionnelle, le même ton que j'utilisais avec des clients difficiles. J'avais besoin d'aide durant la période la plus difficile de ma vie. Vous avez tous les deux été clairs sur le fait que je n'étais pas une priorité. Maintenant, j'ajuste simplement mes attentes en conséquence. Nous n'avons jamais dit que tu n'étais pas une priorité. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Vous avez acheté une maison à Nathalie alors que je me noyais encore sous les dettes médicales. Les actes parlent plus fort que les mots. Papa, tu m'as appris ça. Si c'est une question d'argent, nous pouvons te donner un peu d'argent, si c'est ce qu'il te faut pour passer outre. L'offre était si insultante que j'ai failli raccrocher. Je n'ai plus besoin de votre argent. J'avais besoin de votre soutien il y a 2 ans. Le temps de l'aide financière est passé. Maintenant, j'ai juste besoin que vous acceptiez que notre relation n'est pas ce que vous pensez qu'elle devrait être. Vous êtes mes parents, mais c'est de la biologie, pas une destinée. Beaucoup de gens ne sont pas proches de leurs parents. Je suis juste honnête sur notre situation. Il est resté silencieux un long moment. Tu vas au moins réfléchir pour Thanksgiving? Je vais y réfléchir, ai-je répété, sachant que je ne changerai pas d'avis. J'ai passé Thanksgiving seul dans mon studio, mangeant des plats thaïlandais à emporter et regardant des films. Jessica, qui avait aussi déménagé à New York pour une autre opportunité, m'avait invitée dans sa famille au New Jersey, mais j'avais décliné. Je n'étais pas prête à faire semblant d'être joyeuse ou à expliquer ma situation familiale à des inconnus. Mon téléphone vibrait de messages tout au long de la journée. Une photo de Nathalie montrant le festin de Thanksgiving dans sa nouvelle maison. Un texte de ma mère disant que je leur manquais. Rien de mon père. Ce qui semblait d'une certaine manière plus honnête. J'ai envoyé un générique Joyeux Thanksgiving sur le groupe familial et j'ai mis la conversation en sourdine. Décembre a apporté le chaos de fin d'année au bureau et mon premier vrai test dans le nouveau cabinet. L'un de nos clients majeurs avait une situation fiscale complexe qui nécessitait une attention immédiate, compliquée par des dépôts dans plusieurs États et des pénalités potentielles. Je me suis portée volontaire pour diriger le dossier, passant 2 semaines à vivre essentiellement au bureau, survivant au café et à la détermination. Quand j'ai résolu le problème avec succès, épargnant aux clients plus de 200 000 dollars de pénalités, Patricia m'a appelé dans son bureau. C'était un travail impressionnant, a-t-elle dit, m'invitant à m'asseoir. Vous êtes vive, dévouée, et vous n'abandonnez pas quand les choses se compliquent. Que diriez-vous de prendre en charge des clients à haute valeur nette? Je me sens très bien par rapport à ça, ai-je dit, essayant de contenir mon excitation. Bien, parce que nous vous transférons à la division gestion de patrimoine, augmentation de salaire significative, travail plus complexe, et honnêtement, vous y serez mieux. Vous avez le bon instinct pour ça. La promotion est arrivée en janvier avec une augmentation de salaire qui faisait paraître mon ancienne paye pour de l'argent de poche. J'ai déménagé dans un meilleur appartement à Brooklyn, un vrai logement, avec des pièces séparées et de l'espace pour une vraie table à manger. J'ai acheté de nouveaux meubles au lieu d'accepter des occasions. J'ai encadré des œuvres d'art pour mes murs et investi dans des ustensiles de cuisine de qualité que j'étais souvent trop fatiguée pour utiliser. Ma vie se mettait en place de façon que je n'aurais jamais imaginée pendant ces sombres mois après l'accident. New York était exactement ce dont j'avais besoin. Personne là-bas ne connaissait mon accident ou mon drame familial. J'étais juste une autre professionnelle ambitieuse essayant de réussir dans une ville chère et compétitive. J'aimais cet anonymat. Ma carrière a décollé de manière fulgurante. En un an, j'ai été promue senior,
2 ans après, j'étais manager. À mon 33e anniversaire, je gagnais un salaire à 6 chiffres et j'avais été chassée par un cabinet prestigieux spécialisé dans les grandes fortunes et les comptes d'entreprise. Je me suis acheté un appartement à Brooklyn avec vue sur la skyline de Manhattan. Ce n'était pas immense, mais c'était à moi. Acheté avec l'argent que j'avais gagné par ma propre détermination. Le jour où j'ai eu les clés, je me suis tenue dans le salon vide et j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais parce que j'avais accompli quelque chose que j'avais cru impossible. Ma relation avec mes parents devint épisodique. Nous échangions des SMS pour les anniversaires et les fêtes. Je rendais visite à Philadelphie une fois par an, généralement autour de Thanksgiving, restant exactement une nuit. Ces visites étaient des moments tendus où nous parlions de la pluie et du beau temps, tout en évitant soigneusement tout sujet profond. Nathalie et moi maintenions une relation de surface. Bien que la chaleur qui existait autrefois ait disparu, elle n'avait aucune idée que je lui en voulais, et je ne voyais aucun intérêt à l'éclairer. Ce n'était pas sa faute si nos parents avaient choisi une préférée. Elle publiait régulièrement sur les réseaux sociaux sa vie parfaite, son beau mari, sa belle maison, son adorable golden retriever nommé Bailey. Pendant ce temps, je construisais discrètement ma fortune. J'investissais agressivement, maximisais mes comptes de retraite et bâtissais un fonds d'urgence capable de me soutenir pendant 2 ans si nécessaire. Plus jamais je ne serai vulnérable comme je l'avais été après l'accident. Plus jamais je n'aurai besoin de demander de l'aide à qui que ce soit. 6 ans après mon arrivée à New York, j'ai reçu une offre de partenariat de mon cabinet. J'avais 34 ans, l'un des plus jeunes associés de l'histoire de l'entreprise. Cette réussite s'accompagnait d'une augmentation substantielle, de l'intéressement aux bénéfices et du genre de respect professionnel dont je n'avais fait que rêver. J'ai envoyé un SMS à mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Ma mère a répondu « C'est merveilleux, chérie, nous sommes si fiers ». Mon père a envoyé un emoji pouce levé. Nathalie m'a appelée, sincèrement excitée. « C'est incroyable, tu gères trop. On devrait fêter ça lors de ta prochaine visite. » « Peut être, ai-je dit, sans m'engager. La vie continuait sa trajectoire ascendante. J'ai beaucoup voyagé pour le travail. Tokyo, Londres, Dubaï et Singapour. J'avais un petit cercle d'amis proches à New York. Je sortais occasionnellement, mais rien de sérieux ne se développait, ce qui me convenait parfaitement. J'étais contente de mon indépendance. Puis, il y a 3 mois, ma mère a appelé avec une nouvelle qui a brisé leur façade de sécurité financière soigneusement entretenue. « Ton père a perdu son emploi », a-t-elle dit, la voix serrée par le stress. L'entreprise a réduit ses effectifs. Il cherche depuis des mois, mais personne ne veut embaucher quelqu'un de son âge. Mon père avait 61 ans, à 3 ans de sa retraite prévue. C'est dur, ai-je dit. Je suis sûre qu'il finira par trouver quelque chose. C'est pire que ça. Elle a marqué une pause, et je pouvais entendre sa respiration tremblante. Nous avons des dettes, des cartes de crédit surtout. La maison nécessite des réparations majeures, le toit fuit, la chaudière a lâché le mois dernier, et on a découvert des dégâts des eaux dans le sous-sol qui vont coûter 40 000 $ à réparer. J'ai attendu, sans rien dire. On se demandait si tu pouvais nous aider. A-t-elle continué. Juste temporairement jusqu'à ce que ton père trouve quelque chose. Peut être 15 ou 20 000 $ pour nous aider à traverser la crise immédiate. L'ironie était si forte que j'ai failli rire. Vous voulez que je vous donne de l'argent? Que tu nous en prêtes, a-t-elle corrigé rapidement. Comme vous m'avez prêté de l'argent quand j'étais sur un lit d'hôpital avec une jambe fracassée, le silence s'est étiré entre nous. Quand elle a fini par parler, sa voix était défensive. C'était différent. Tu étais jeune. Tu pouvais t'en remettre financièrement. Nous approchons de l'âge de la retraite. Nous n'avons pas le temps de reconstruire. Je vois. Donc, quand j'avais besoin d'aide, j'étais assez jeune pour souffrir. Mais maintenant que vous avez besoin d'aide, vous êtes trop vieux pour galérer. Logique intéressante. Ne sois pas cruelle, a dit ma mère sèchement.
Nous sommes tes parents. La famille s'entraide. Tu as absolument raison. La famille devrait s'entraider. Vous m'avez appris cette leçon très clairement il y a 8 ans. Nous avons fait ce que nous pouvions, a-t-elle insisté. Nous n'étions pas aussi à l'aise financièrement à l'époque. Arrête de mentir. Ma voix était plus dure que je ne l'avais prévu. Je sais pour l'héritage de grand-mère Ruth. Je sais que vous aviez de l'argent quand j'avais besoin d'aide. Vous avez choisi de le garder pour vous plutôt que d'aider votre fille, qui ne pouvait plus marcher. Elle a laissé échapper un petit son, entre un soupir et un sanglot. Nous devions penser au long terme. Nous devions être prudents pour notre avenir. Et moi? Non. J'ai dû comprendre comment survivre avec un corps brisé et aucune épargne. J'ai dû choisir entre la rééducation physique et les courses. J'ai dû travailler malgré une douleur qui me donnait envie de vomir, parce que je ne pouvais pas me permettre de m'arrêter. Où était la loyauté familiale à ce moment-là? S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes désespérés maintenant. Ton père parle de vendre la maison. On va devoir emménager chez tante Paula. Alors, emménager chez tante Paula. Ou mieux encore, demander de l'aide à Nathalie. Être qu'elle peut prendre une hypothèque sur cette maison que vous lui avez achetée. Nathalie et Trevor galèrent aussi. Il a été licencié l'année dernière. Et ils essaient de fonder une famille. Ils ne peuvent pas nous aider. Mais moi, je le peux, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Oui, tu as réussi. Tu as de l'argent. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la skyline de Manhattan, pensant au chemin parcouru depuis cette chambre d'hôpital. Je pouvais me le permettre. Je pouvais signer un chèque à l'instant même qui résoudrait tous leurs problèmes immédiats. J'étais associée dans l'un des cabinets les plus prestigieux du pays. L'espoir a filtré dans sa voix. Alors, tu vas nous aider? Non. Le mot a flotté dans l'air comme la lame d'une guillotine. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Nous sommes tes parents, et j'étais votre fille. Vous avez fait un choix il y a 8 ans sur le genre de relation que nous aurions. Vous avez choisi l'argent plutôt que mon bien. Être. Vous avez choisi le confort plutôt que la compassion. C'étaient vos décisions, et elles ont des conséquences. Nous ne l'avons jamais choisie elle plutôt que toi, a protesté ma mère. Mais sa voix manquait de conviction. Vous lui avez acheté une maison à 275 000 $, alors que je payais encore mes dettes médicales pour un accident qui a failli me rendre infirme. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'argent. Puis vous avez dépensé des centaines de milliers pour elle. Comment appellerais-tu ça? Elle s'est mise à pleurer. On essayait de l'aider à démarrer son mariage, d'accord? On voulait lui donner une base solide. J'avais besoin d'une base. J'avais besoin de mes parents. À la place, j'ai eu un répondeur et des leçons sur la responsabilité personnelle. Alors, j'ai construit ma propre base sans vous. Et maintenant, vous voulez vous tenir dessus. Tout est vindicative et mesquine. Je suis honnête. Vous voulez que je vous sauve de la difficulté financière après avoir refusé de me sauver. Vous voulez que je sois le membre de la famille que vous n'avez jamais été pour moi. Mon père a pris la ligne à ce moment-là. Il n'avait pas réalisé qu'il écoutait. Ta mère et moi avons fait du mieux qu'on pouvait avec les informations qu'on avait. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous restons tes parents. Tu nous dois le respect. Je ne vous dois rien, ai-je dit calmement. Vous avez été clair là-dessus quand j'avais 26 ans et que j'étais terrifiée. Je ne fais que vous rendre l'appareil. Si tu ne nous aides pas, nous allons tout perdre, a-t-il dit, la voix brisée. Est-ce que c'est ce que tu veux? Voir tes parents devenir sans-abri par pure méchanceté? Je ne veux rien du tout. Je refuse simplement de résoudre un problème qui n'est pas le mien, tout comme vous avez décliné d'aider pour le mien. On t'a élevé, a dit ma mère désespérément. On t'a nourri, habillé. On t'a logé pendant 18 ans. Ça ne compte pas pour quelque chose? Ça s'appelle être un parent. On ne reçoit pas de crédit supplémentaire pour avoir rempli les conditions minimales de l'éducation d'un enfant. Et franchement, si on compte les points, vous m'avez donné 18 ans de soins de base.
Je vous ai donné 8 ans à faire semblant de ne pas vous en vouloir. Nous sommes à égalité. S'il te plaît, a dit mon père. Ces mots auraient dû m'émouvoir. Ils auraient dû réveiller un instinct filial pour aider mes parents dans leurs besoins. Mais tout ce que je ressentais était une satisfaction froide, qu'ils comprennent enfin ce que cela faisait d'avoir besoin d'aide et de se l'avoir refusé. Voici ce que je vais faire, ai-je dit. Je vais vous donner le même conseil que vous m'avez donné. Débrouillez-vous seul, contractez un prêt, vendez des choses, soyez créatifs. Vous êtes des gens pleins de ressources. Je suis sûre que vous vous en sortirez. Tu es devenue dure, a dit ma mère. Je suis devenue indépendante. Vous m'avez forcée à l'être, et maintenant vous êtes mécontent du résultat. Mais ce n'est pas mon problème à résoudre. J'ai raccroché. Les jours suivants ont apporté un barrage de messages de divers membres de la famille. Tante Paula a appelé pour me dire que j'étais déraisonnable. Oncle Denis a envoyé un long email sur le pardon et les liens familiaux. Même Nathalie m'a contacté pour me demander de reconsidérer d'être la personne la plus noble. J'ai répondu à Nathalie par une question simple. Est-ce que tu leur donnes de l'argent? Elle a répondu qu'elle et Trevor vivaient d'un salaire à l'autre et qu'ils n'avaient pas les moyens d'aider. Alors tu comprends parfaitement ma position, ai-je répondu. Mes parents ont tout essayé. Ils m'ont envoyé des photos nostalgiques de mon enfance. Ils m'ont rappelé les vacances en famille et les matins de Noël. Ils ont même fait appeler la sœur âgée de ma grand-mère pour me faire culpabiliser sur la loyauté familiale. Y suis restée de marbre. 2 semaines après l'appel initial de ma mère, mon père m'a envoyé un SMS. Nous vendons la maison. Nous allons emménager dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. J'espère que tu peux vivre avec ça. Je le pouvais. En fait, je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Voici ce que mes parents n'ont jamais compris. Ce n'était pas une question d'argent. S'ils m'avaient aidé il y a 8 ans et qu'ils étaient plus tard tombés dans le besoin, mais ils m'avaient montré que leur amour était conditionnel, que leur soutien avait des limites, que je passais après ma sœur dans leur hiérarchie des soins. Ils m'avaient appris que la loyauté familiale était à sens unique. Et ils étaient choqués de découvrir que j'avais trop bien appris la leçon. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de ma mère, pas un email ou un texte, mais une véritable lettre manuscrite postée à mon appartement. Dedans, elle s'excusait pour la façon dont ils avaient géré mon accident. Elle admettait qu'ils avaient été effrayés et égoïstes. Elle confessait qu'ils avaient effectivement de l'argent qu'ils auraient pu utiliser pour m'aider, mais qu'ils s'étaient convaincus que je m'en sortirais, que j'étais jeune et capable. La lettre faisait 3 pages, remplie de regrets, de justifications et d'appels à la compréhension. Elle terminait en disant que même si je ne les aidais pas financièrement, elle espérait que nous pourrions réparer notre relation. Elle disait que sa fille lui manquait. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai classée dans le tiroir de mon bureau. Être qu'un jour je serai prête à reconstruire une relation avec mes parents. Être que quand j'aurai 40 ou 50 ans, j'aurai assez évacué ma colère pour échanger avec eux sincèrement. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui, et ce ne sera pas demain. En ce moment, j'ai 34 ans, une carrière dont je suis fière et une sécurité financière. Je me suis construite moi-même, ainsi qu'une vie qui n'appartient qu'à moi. Je prévois un voyage en Nouvelle-Zélande le mois prochain. Je mentor des comptables juniors dans mon cabinet. J'assiste à des vernissages et des représentations théâtrales. Et je me crée des souvenirs qui n'ont rien à voir avec une famille qui m'a laissé tomber. Mes parents voulaient mon aide, mais ils ne peuvent pas s'offrir mon pardon. Tout comme je ne pouvais pas m'offrir leur indifférence il y a 8 ans. La différence est que j'ai survécu sans eux. J'ai prospéré sans eux. Ils devront faire de même. Je ne me sens pas coupable de cette décision. Je ne reste pas éveillée la nuit à me demander si je suis trop dure, parce que chaque fois que le doute s'insinue, je me revois dans ce lit d'hôpital, effrayée et souffrante, demandant de l'aide à mes parents et m'entendant dire que j'étais seule. Ils m'ont appris l'autosuffisance. Ils m'ont appris que quand la vie vous brise, soit vous vous reconstruisez, soit vous ne survivez pas. Ils m'ont appris que l'amour n'est pas garanti, même de la part des personnes censées vous aimer inconditionnellement.
C'étaient des leçons brutales, mais je les ai bien apprises. Maintenant, ils apprennent leurs propres leçons sur les conséquences et la responsabilité. Ils découvrent ce que cela fait d'avoir besoin de quelqu'un qui n'a plus besoin de vous en retour. Ils expérimentent la froide réalité de faire des choix irréversibles. Certaines personnes me diront sans doute sans cœur, pour avoir refusé d'aider mes parents dans leurs besoins. Ces personnes n'ont pas vu leurs parents s'éloigner en voiture d'un hôpital sans offrir de soutien réel. Elles n'ont pas passé des mois à se demander si elles remarcheraient normalement un jour en comptant les centimes pour des antidouleurs. Elles n'ont pas reçu des photos d'une maison que leurs parents ont achetée pour leur sœur alors qu'elles payaient encore leurs dettes médicales. J'ai construit une vie sans l'aide de mes parents. J'ai guéri, j'ai réussi, et j'ai créé la stabilité par mes propres efforts. Leur crise n'est pas ma responsabilité, c'est la leçon qu'ils m'ont enseignée. Et contrairement à eux, je l'ai réellement apprise. Mon téléphone reste silencieux maintenant. Les appels et messages désespérés ont cessé. J'imagine mes parents dans leur nouvel appartement, plus petit et moins confortable que la maison où ils nous ont élevés, gérant les conséquences de leur choix. Je les imagine se demandant où ils ont fait fausse route, pourquoi leur fille qui a réussi ne veut pas les sauver. La réponse est simple. Je me suis déjà sauvée moi-même une fois. Je n'ai pas l'énergie de les sauver eux aussi. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être rebâtis. Certaines confiances, une fois rompues, ne peuvent être réparées. Certaines relations, une fois endommagées, ne valent plus l'effort d'être soignées. Mes parents voulaient la version de moi qui pardonnerait et oublierait, celle qui courrait à leur secours malgré la façon dont ils m'ont traitée. Mais cette version de moi est morte dans une chambre d'hôpital il y a 8 ans, quand ils ont choisi leur propre intérêt plutôt que leur fille blessée. La version de moi qui a survécu est plus dure, plus forte, et bien moins enclinement à se sacrifier pour des gens qui n'auraient pas fait la même chose pour elle. Ils ne peuvent pas s'offrir mon pardon.